Elle est pas ouf, Raphaël? Je le balance. Non, ça va? Et bon, vous pensez créer une mode avec ça ou pas? Bah ça marche hein. Mehdi, y a un problème? Oh y'a rien dit. Je suis un peu cogné, c'est ça? Non, il l'a vu. C'est quoi ça? C'est peut-être pas raisonnable? dans le car. C'est bientôt l'été en plus. Ouais, monsieur, j'avais trop faim. Ah mais le chef il est bon. Il avait un peu sur le cornichon tout à l'heure. C'est fait avec tout son amour de ma mère. Oh, c'est beau. Salut Kevin, et bien aujourd'hui on s'en va à Bruxelles. Regarde juste. On est où, Madame Pipo, là? On est à Bruxelles, Oui, non mais où? Devant quoi? devant la Commission européenne. Oui! Je fais pas la démonstration. Et on arrive à la commission et on tourne. avec nos documents et tout et tout. On va où là? Je les laisse et je vais voir un petit peu sur My Palace. Elle fait quoi une belle pause devant? Les filles, faites une belle pause devant. Donc Ah, mais ça va pas, monsieur. Vous me faites pas, restez pas derrière moi. Comme ça, je prends des photos déjà. Non, ça y est. On me prend en flagrant délit. Je ne sais pas si c'est le sujet dont vous voulez qu'on parle, mais d'habitude, c'est le sujet dont je parle. C'est-à-dire, j'ai fait un parcours historique de la construction européenne, des différents traités que l'Europe a eu jusqu'à présent, pour arriver à la Constitution européenne. Voir comment elle a été élaborée, ce qu'elle représente pour l'Europe. Bon, voyons d'où on vient. Et pour ce faire, on va voir les principales étapes de la construction européenne. Vous dire que l'idée de l'Europe est une très vieille idée, étant donné que déjà en 1620, les ducs de Sully imaginaient un corps politique de tous les États d'Europe et pour produire entre ses membres une paix inaltérable et un commerce perpétuel. Quelques temps plus tard, au XIXe siècle, Victor Hugo revient sur la même idée et il imagine également les deux groupements des États-Unis d'Amérique et des États-Unis d'Europe placés en face l'un de l'autre et qui échangent leurs produits, leur commerce, leur industrie et qui contribuent à la paix.
Et troisième point de cette diapositive, après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de l'Europe réapparaît comme une entreprise de paix cette fois-ci. Les premiers pas. En 1946, Winston Churchill appelait déjà de ses voeux les États-Unis d'Europe. Et d'abord en Europe, on a commencé par coopérer. Coopérer avec des institutions, avec des organisations qui ont été créées par les États. Et la première organisation qui a été créée en Europe à cette période-là, c'est l'Organisation européenne des coopérations économiques. On ne parle pas encore d'intégration européenne. Intégration, c'est ce qui va se produire avec la création des communautés européennes. Mais au début, c'était sur base de l'appartenance à des organisations comme celle-ci que les États faisaient des choses ensemble. Donc, 1948, création de cette organisation qui est devenue plus tard l'OCDE, que nous connaissons aujourd'hui. Et quel était le but de cette première organisation? Dans quelle matière on devait coopérer? C'était la gestion des fonds du plan Marshall. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a les fonds du plan Marshall qui arrivent en Europe pour aider à la reconstruction de l'Europe après la guerre, et les États vont créer cette organisation pour gérer ces fonds. C'est le 9 mai 1950 que l'histoire européenne de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui commence véritablement. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, qui probablement serait très triste aujourd'hui s'il voyait ce qui se passe en Europe, et il propose, dans une déclaration historique, la déclaration Schuman, d'intégrer, de gérer en commun les ressources du charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne, les deux moteurs de l'Europe, les deux pays qui étaient confrontés dans les guerres. Et là, voilà la proposition de M. Schuman de la France à l'Allemagne, mais aussi à tous les États qui voudraient faire partie de cette idée. Cette déclaration a été élaborée par Jean Monnet, un grand européiste également, un grand-père fondateur de l'Europe, qui est celui qui a inspiré l'idée à M. Schuman. Le 18 avril 1951, donc suite à cette proposition française, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent le premier traité européen, le traité de Paris, qui crée la première communauté européenne, qui est celle du charbon et de l'acier. L'Europe continue. Et ces 6 pays ne veulent pas s'arrêter là, ne veulent pas s'arrêter à une intégration du charbon et de l'acier. Ils veulent aller plus loin. Et c'est pour ce faire qu'ils signent un nouveau traité, le traité de Rome, qui est le traité fondateur de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. C'est celui qui a créé la communauté économique européenne. Les 6 pays fondateurs de cette communauté économique européenne sont les pays que vous voyez là, qui sont les mêmes qui avaient signé quelques ans plus tôt les traités de Paris. En 1962 est née la première politique communautaire européenne, la politique agricole commune. En 1966, après une crise connue par l'Europe, et provoquée par la France, c'était la période du général de Gaulle. Et alors, lors des négociations qui ne s'est passé probablement pas très bien, M. de Gaulle s'est levé et il a quitté son siège, la chaise vide. La crise de la chaise vide a été provoquée comme suite de cette réaction française. Ce qui fait que l'Europe a été paralysée pendant 2 mois, 3 mois, pendant quelques mois. Les États n'ont pas voulu se rendre à cet événement et alors ils ont signé ce qu'on appelle le compromis de Luxembourg, qui existe encore aujourd'hui et qui permet à un État de demander le report d'un vote quand il peut être nuisible aux intérêts nationaux. C'est ce compromis de Luxembourg qui a mis une fin à cette crise de la chaise vide, et là, la construction européenne a continué
son parcours historique. En 1968, l'union douanière est réalisée entre les 6 pays qui font jusqu'à ce moment-là partie de l'Europe. Regardez la date du premier élargissement de l'Europe. 1973, le 1er janvier de cette année, là, il y a 3 pays qui adhèrent à l'Europe, qui sont le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Donc on passe d'une Europe de 6 États à une Europe de 9 États. S'il y a des questions que vous avez pendant ce parcours historique ou que vous voulez que je vous donne plus d'informations sur un point ou l'autre, vous pouvez me les demander. 1974 et le début des années 70, c'est un début important pour l'Europe. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, dans les années 60, l'Europe connaît certaines crises et suit parfois l'attitude de certains pays, mais à la fin des années 60, on décide de donner un nouvel élan à l'Europe. On décide d'un côté de l'élargir, c'est pour cela que l'Europe connaît son premier élargissement au début des années 70, en 73, comme on vient de voir. C'est aussi la période où on décide de travailler pour construire une union économique et monétaire, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, mais le monde connaît une grave crise économique au début des années 70, et c'est cette crise économique qui a freiné l'union économique et monétaire pour laquelle les pays européens s'étaient déjà engagés à la fin des années 60. Et les pays également, les 6 pays qui à la fin des années 60 faisaient encore partie de l'Europe, décident également de continuer à réaliser ces marchés intérieurs, cette grande Europe économique qu'ils avaient commencé à construire dans les années 50. En 1974, pour donner vraiment une force politique à l'Europe, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Europe de cette année-là décident de se réunir régulièrement en ce qu'on appelle le Conseil européen. Le Conseil européen, qui devient une institution avec la Constitution européenne, est la réunion à plus haut niveau qui se tient en Europe. C'est la réunion de nos chefs d'État et de gouvernement, et c'est là qu'on décide les grandes lignes directrices politiques de l'Europe. Bientôt, à la mi-juin, le 16 juin, il y aura un Conseil européen qui va réunir tous nos chefs d'État et de gouvernement, et eux, ils vont décider sur les grandes questions d'actualité en Europe. Vous pouvez imaginer qu'il y a un grand point à l'ordre du jour de ce Conseil européen qui va se tenir à Bruxelles d'ici 2 semaines. Et ce grand point, c'est voilà, comment est-ce qu'on évalue les résultats des référendums en France, en Hollande, aux Pays-Bas demain. Et voilà un grand point sur lequel ce sont les chefs d'État et des gouvernements qui doivent se prononcer et faire une analyse de ce qui vient de se passer. En 1975, les pays de la communauté européenne signent la convention de Lomé avec 46 pays, ce qu'on appelle les pays ACP, les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est aussi une année où on met en place le Fonds européen de développement régional. Donc vous voyez là l'Europe avancer vers une politique d'aide externe à des pays avec lesquels il y a des liens historiques, et en même temps, vous voyez une Europe qui met en place de l'argent, un fonds européen pour aider à toutes les régions européennes à atteindre les mêmes niveaux de richesse. On ne peut pas construire une Europe avec des régions qui sont très très pauvres et des régions qui sont très très riches. On doit essayer d'avoir un espace cohérent qui permet de progresser à tout le monde. Voilà la création du FEDER qui existe encore aujourd'hui et qui a été un outil très important pour atteindre la cohésion territoriale économique en Europe. En 1979, on connaît la création du système monétaire européen pour assurer la stabilité des différentes monnaies européennes. Ça, c'est aussi les premiers pas vers cette union économique et monétaire que nous allons connaître quelques années plus tard. C'est la naissance de la European Currency Unit, l'ECU, qu'on appelait avant, et les Européens, c'est aussi à cette date-là, en 1979,
qu'ils s'élisent pour la première fois un Parlement européen, qu'ils s'élisent les membres du Parlement européen, qui est l'institution européenne qui représente les intérêts des citoyens. Voici la date du deuxième élargissement de l'Europe. 1981, c'est l'élargissement vers la Grèce. Maintenant, vous voyez que l'Europe commence à s'élargir vers le sud, dans les années 80. 81, c'est la Grèce. 86, troisième élargissement, vers l'Espagne et vers le Portugal. Et c'est aussi l'année où on signe les deuxièmes traités fondateurs de l'Europe. Le premier était le traité de Rome, qui créait la communauté économique européenne. Maintenant, les États décident d'aller plus loin en signant l'acte unique européen. Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller plus loin? Parce qu'ils veulent réaliser le marché unique européen. Un marché où il y a 4 libertés de circulation pour les personnes, pour les biens, pour les capitaux, pour les services. En 1989, 11 pays, puisque le Royaume-Uni s'abstient, signe la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. À ne pas confondre avec la Charte des droits fondamentaux que la Constitution européenne contient. Ça, c'est une charte sociale, si vous voulez, qui a été signée par 11 pays et de l'Europe à ce moment-là, puisqu'il y en a un qui s'est abstenu. En 1991, et là je dois un petit peu peut-être revenir en arrière pour vous raconter ce que c'est l'Association européenne des libre-échanges. L'Association européenne des libre-échanges a été inspirée ou a été créée ou mise en place par le Royaume-Uni. Quand les 6 pays fondateurs de l'Europe ont décidé de créer la communauté économique européenne dans les années 50, le Royaume-Uni n'a pas fait partie tout de suite de ces projets. Pourquoi? Parce que c'était un projet où les États renoncent à une certaine souveraineté. Ils délèguent des compétences dans cette Europe qui s'est créée. Et le Royaume-Uni, il est très jaloux toujours de sa souveraineté. Donc c'était un projet qui ne lui convenait pas. Il voulait quelque chose de plus libre, plus basé sur les libres-échanges, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rejoint la communauté économique européenne. Bon, les Français ne voulaient pas qu'il fasse partie de la communauté économique européenne, puisque le général de Gaulle a exercé son droit de veto sur cette possible adhésion du Royaume-Uni, et il a fallu attendre la fin des années 60, comme je vous disais tout à l'heure, l'arrivée de Pompidou au pouvoir, pour que l'Europe décide de s'élargir, et notamment vers le Royaume-Uni. Alors, je vous disais, dans les années 50, le Royaume-Uni décide de créer l'espace ou l'association européenne de libre-échange. Il est suivi par d'autres pays comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suède à l'époque, etc. Et c'est un espace, comme son nom l'indique, purement libre-échangiste. Et ce qui nous fait que dans les années 50 et 60, il y a 2 Europes économiques. Il y a d'un côté la communauté économique européenne, avec les 6 pays qui l'ont créée, et d'un autre côté l'Association européenne de libre-échange. Avec le temps, vous l'avez vu, début des années 70, le Royaume-Uni décide de s'intégrer dans l'autre Europe économique. Plus tard vont le faire la Suède, les autres pays. Et en 1991, les 2 Europes économiques signent un accord qui est celui de l'espace économique européen, qui est toujours en vigueur et qui est en vigueur donc pour les pays qui font partie de l'Europe, de laquelle nous faisons partie, et pour les pays qui font partie de cette association européenne de libre-échange. 1992. Et signature du 3e traité fondateur de l'Europe, c'est le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht a été un traité très important pour l'Europe politique. Très important parce que, bien que vous ayez l'idée du traité de Maastricht comme celui qui a créé l'union économique et monétaire que nous connaissons aujourd'hui, c'est celui qui a établi les critères que les États devaient respecter
pour que l'Europe économique et monétaire soit une réalité. Le traité de Maastricht, comme je vous dis, il est plus que ça. C'est un traité qui a créé la citoyenneté européenne. Nous sommes tous des citoyens européens grâce au traité de Maastricht. Et qu'est-ce que ça implique, la citoyenneté européenne? Ça implique un nombre de droits en tant que citoyen européen, des droits civiques, des droits politiques et des droits, on va dire, qui concernent la défense de nos intérêts en tant que citoyen. Je vous mets un exemple, je suis espagnole, j'habite en Belgique, mais je garde ma nationalité espagnole. En tant que citoyenne européenne, et sans renoncer pour autant à ma nationalité espagnole, moi je peux voter dans les élections locales belges. Et je peux être même candidate à ces élections. Et la même chose pour les parlements européens. Il n'y a plus de différence entre ces citoyens européens, peu importe le pays de l'Europe où ils résident. La citoyenneté européenne vous accorde, vous, jeunes, la possibilité d'aller étudier dans d'autres États, différents aux vôtres, et avoir une reconnaissance automatique des diplômes, des cours que vous faites dans cet autre État. Vous permet également de travailler dans un autre État sans qu'il y ait aucune discrimination par rapport aux nationaux de cet État-là. Et c'est le droit de vivre dans un autre État sans aucune formalité différente à celle que les nationaux de ces pays ont. Ça, c'est la citoyenneté européenne. Le traité de Maastricht, il accorde également un pouvoir de législateur au Parlement européen. Le Parlement européen, jusqu'au traité de Maastricht, n'est pas une institution qui participe avec beaucoup de force dans la procédure législative européenne. C'est à partir du traité de Maastricht que, dans certaines matières, qui ne font que s'élargir avec les traités qui ont suivi Maastricht, va participer avec un même pouvoir que les États membres dans la prise de décisions européennes. Ce qui fait que l'institution qui représente, qui défend les intérêts des citoyens est une institution qui acquiert un rôle fondamental en tant que co-législateur européen. Et c'est aussi un traité qui renforce la coopération entre nos États en matière de politique extérieure, de sécurité commune et en matière de justice et des affaires intérieures. Ça, il faudra attendre le traité d'Amsterdam, qui est celui qui a suivi Maastricht et qui a créé l'espace européen de liberté, sécurité et justice, qui permet que nos États s'engagent dans une vraie coopération policière et judiciaire qui rend l'Europe plus sûre. Et il y a beaucoup de normes à ce niveau-là qui se font au niveau européen. Parce qu'on s'est dit, c'est un espace global, un espace européen qu'il faut protéger. Il ne faut pas qu'en Espagne on prenne une décision et que les Français, les Portugais ne l'appliquent pas. Il faut que ce soit un espace harmonisé à ce niveau législatif et d'application du droit. Et 1993, c'est l'entrée en vigueur du marché unique. Les bases de ce marché unique, je vous le rappelle, avaient été mises par l'acte unique de l'année 1986. Juin 1993, c'est ici que l'histoire de l'élargissement que l'Europe a connu l'année passée a commencé, en 1993. Vous savez qu'à la fin des années 80 s'est produit un événement historique, c'est la chute du mur de Berlin, qui fait que cette Europe qui avait été divisée pendant des années d'une manière artificielle, on va dire, a la chance historique de se réunifier. Et c'est cette chance historique que les chefs d'État et de gouvernement ont saisi à ce moment-là. Ils se sont dit, c'est une opportunité qui ne va plus jamais se présenter. Si nous disons non à cet élargissement, nous ne pourrons pas mesurer comment ces États vont progresser vers des vraies démocraties, vers des vraies économies de marché, vers des vrais pays occidentaux, on va dire, avec des systèmes similaires aux nôtres. Pourquoi ne pas les intégrer dans cette Europe que nous sommes en train de construire et qui, à ce moment-là, avait prouvé être un bon instrument et quelque chose qui avait eu un succès. Alors c'est la chance qu'ils ont saisie et ils ont décidé de mettre en route cet élargissement. Et pour ce faire, en 1993, au mois de juin, les chefs d'État et de gouvernement ont établi les règles que ces États devaient respecter pour adhérer à l'Europe. C'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Et les critères de Copenhague sont 3 critères, pour résumer. Le premier, c'est un critère politique.
un État qui veut faire partie de l'Europe, qui veut rejoindre l'Europe, doit être un État démocratique, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les droits des minorités, qui a un État de droit, etc. Le deuxième critère de Copenhague pour l'élargissement, c'est un critère économique. Un État qui veut faire partie de l'Europe, vous avez vu que cette Europe est une Europe économique, avec un marché intégré, avec des règles pour toutes nos entreprises, pour l'échange de nos produits, etc. Donc ça doit être un État qui a une économie de marché, une économie qui est capable de s'intégrer dans cette Europe économique. Et le troisième critère, c'est celui de l'acquis communautaire. Un pays qui veut faire partie de l'Europe doit assumer, doit respecter toutes les normes, toutes les lois, tous les règlements, toutes les directives que l'Europe s'est données depuis ses débuts. Voici les trois critères qui ont été présents dans l'élargissement que l'Europe a connu l'année passée, qui sont présents pour l'élargissement que l'Europe connaîtra en 2007, celui vers la Bulgarie et la Roumanie, et également les critères qui vont être présents dans les futurs élargissements de l'Europe, que ce soit la Croatie, et la Turquie ou les autres pays qui font partie de l'agenda élargissement de l'Europe en ce moment aussi. Voici le quatrième élargissement de l'Europe. On revient à l'arrière. Je viens de vous parler des critères que l'Europe s'est donné pour son 5e, 6e, 7e élargissement. Maintenant, on revient au quatrième élargissement qui était un élargissement vers le nord. 1995, c'est l'année où la Finlande, la Suède, les Norvégiens auraient pu aussi faire partie de l'Europe, mais dans un référendum, ils se sont dit non, donc ils ne font toujours pas partie de l'Europe, ils font partie, ils se sont dit, c'est une opportunité qui ne va plus jamais se présenter. Si nous disons non à cet élargissement, nous ne pourrons pas mesurer comment ces États vont progresser vers des vraies démocraties, vers des vraies économies de marché, vers des vrais pays occidentaux, on va dire, avec des systèmes similaires aux nôtres. Pourquoi ne pas les intégrer dans cette Europe que nous sommes en train de construire et qui, à ce moment-là, avait prouvé être un bon instrument et quelque chose qui avait eu un succès. Alors, c'est la chance qu'ils ont saisie et ils ont décidé de mettre en route cet élargissement. Et pour ce faire, en 1993, au mois de juin, les chefs d'État et de gouvernement ont établi les règles que ces États devaient respecter pour adhérer à l'Europe. C'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Et les critères de Copenhague sont trois critères, pour résumer. Le premier, c'est un critère politique. Un État qui veut faire partie de l'Europe, qui veut rejoindre l'Europe, doit être un État démocratique, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les droits des minorités, qui a un État de droit, etc. Le deuxième critère de Copenhague pour l'élargissement, c'est un critère économique. Un État qui veut faire partie de l'Europe. Vous avez vu que cette Europe est une Europe économique, avec un marché intégré, avec des règles pour toutes nos entreprises, pour l'échange de nos produits, etc. Donc ça doit être un État qui a une économie de marché, une économie qui est capable de s'intégrer dans cette Europe économique. Et le troisième critère, c'est celui de l'acquis communautaire. Un pays qui veut faire partie de l'Europe doit assumer, doit respecter toutes les normes, toutes les lois, tous les règlements, toutes les directives que l'Europe s'est données depuis ses débuts. Voici les trois critères qui ont été présents dans l'élargissement que l'Europe a connu l'année passée, qui sont présents pour l'élargissement que l'Europe connaîtra en 2007, celui vers la Bulgarie et la Roumanie, et également les critères qui vont être présents dans les futurs élargissements de l'Europe, que ce soit la Croatie, et la Turquie ou les autres pays qui font partie de l'agenda élargissement de l'Europe en ce moment aussi. Voici le quatrième élargissement de l'Europe. On revient en arrière. Je viens de vous parler des critères que l'Europe s'est donné pour son 5e, 6e, 7e élargissement. Maintenant, on revient au quatrième élargissement qui était un élargissement vers le nord. 1995, c'est l'année où la Finlande, la Suède,
Les Norvégiens auraient pu aussi faire partie de l'Europe, mais dans un référendum, ils ont dit non. Donc, ils ne font toujours pas partie de l'Europe, ils font partie de cette association européenne de libre-échange et via l'espace économique européen et ont des accords avec l'Europe de laquelle nous faisons partie. Et l'Autriche. Ces trois pays-là, Autriche, Finlande et Suède, adhèrent à l'Europe en 1995. En janvier 1999, c'est le début du passage à la monnaie unique dans 11 pays. Donc c'était le traité de Maastricht qui avait établi les bases de cette Europe, pour que l'Europe ait cette monnaie unique. Mais c'est en janvier 1999 que 11 pays, puisque la Grèce l'a fait un peu plus tard, ont passé, ça a été le début du passage à la monnaie unique pour ces pays. Et 1er mai 1999, entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. C'est le traité qui a suivi le traité de Maastricht et c'est le traité qui crée cet espace européen de liberté, sécurité et justice que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est depuis ce traité que l'Europe a une politique commune, ou une politique assez commune, parce qu'il y a des matières qui restent quand même au niveau national, au niveau de chaque État, mais ils travaillent ensemble dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Et ça, je ne vous l'explique pas parce que je préfère parler de ce qui s'est passé l'année passée. C'est des élections plus récentes et une nomination plus récente. Le 7 décembre 2000, c'est la date à laquelle on a proclamé la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union et les fameux traités de Nice dont on parle tellement actuellement. Le traité de Nice, donc, il a été adopté en décembre 2000. Il est entré en vigueur en février 2003. Dans la déclaration de Nice, on dit, voilà, il faut bien réfléchir, faire une grande réflexion au niveau européen sur 4 sujets qui sont importants. D'abord, il faut bien délimiter qui fait quoi en Europe. Quelles sont les choses qui sont mieux faites par les États et quelles sont les choses qu'on décide de faire au niveau européen parce qu'on croit que c'est mieux de les faire au niveau européen. Donc, il faut délimiter les compétences. Ensuite, il faut donner un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux. La Charte des droits fondamentaux qui nous octroie des droits qui sont déjà repris dans nos constitutions nationales, mais qui vont encore plus loin parce qu'elles contiennent des droits dits de nouvelle génération que nous pouvons invoquer devant les institutions communautaires pour que ces droits soient respectés. Donc cette Charte des droits fondamentaux existe déjà à ce moment-là, en décembre. Les chefs d'État viennent d'adopter un traité, le traité de Nice. Ils auraient pu intégrer cette charte dans le traité de Nice, mais ils disent non, non, on va bien réfléchir et on va voir ce qu'on fait avec cette charte des droits fondamentaux qui, de ce fait-là, pour le moment, n'a aucune valeur juridique. Nous n'avons pas de droits fondamentaux européens repris dans cette charte. Et troisièmement, il faut simplifier les traités existants. Quand je vous dis qu'il y a eu ces traités, vous croyez peut-être qu'ils se sont dérogés les uns les autres. Eh bien non. Actuellement, il y a 17 traités en vigueur en Europe. Tous les traités que je vous ai dit, plus ou moins 4 ou 5 traités, plus toutes les modifications qu'on a dû faire à ces traités pour les adapter aux élargissements, etc. Ce qui fait que si vous voulez lire les traités européens, vous allez trouver 2800 pages de droit primaire européen. Donc il fallait quand même clarifier et rendre ça beaucoup plus compréhensible et c'est ce que la Convention et cette Constitution européenne a essayé de faire. Et puis finalement, il faut trouver un rôle plus important pour nos parlements nationaux. L'Europe se décide ici à Bruxelles, il y a des institutions européennes qui décident les règles européennes, et puis elles arrivent dans nos pays, et nos parlements nationaux doivent les transposer au droit national, mais ils n'ont pas participé dans la prise de décision communautaire. Donc il fallait intégrer d'une certaine manière nos parlements nationaux dans la prise de décision communautaire. La seule chose qu'on a fait avec le traité de Nice, qui était quand même déjà très important, c'était de réformer les institutions européennes.
les institutions européennes, là où on prend les décisions européennes, étaient des institutions qui dataient des années 50, quand l'Europe comptait 6 membres. Progressivement, elles se sont adaptées aux élargissements que l'Europe a connus, mais évidemment, l'élargissement de l'année passée était un élargissement très important. Il y avait beaucoup de nouveaux États qui venaient faire partie de l'Europe. Donc il fallait réformer les institutions. Parce qu'autrement, pour mettre un exemple, le Parlement européen aurait passé de 626 membres, je crois qu'il y avait dans l'Europe à 15 pour le Parlement européen, à plus de 900 membres. Imaginez un Parlement avec plus de 900 parlementaires. La Commission européenne aurait eu plus de 30 commissaires européens. Donc il fallait vraiment faire une réforme de ces institutions pour les rendre efficaces. C'est ce que le traité de Nice a fait, et c'est pour cela que c'est le traité de Nice qui s'applique à la nouvelle Commission européenne qui est en vigueur maintenant, qui est entrée en fonction en novembre de l'année dernière, et ce sont les dispositions du traité de Nice qui s'appliquent également au Parlement européen que nous avons élu l'année passée. C'était la première fois qu'on faisait des élections au Parlement européen dans une Europe à 25. Et voici pour le traité de Nice qui sera donc en vigueur en attendant l'entrée en vigueur du traité qui va le remplacer, qui sera la Constitution européenne. Ici encore quelques dates, et puis tout de suite, je passe, si vous voulez, à vous expliquer un petit peu de la Constitution européenne ou bien à donner réponse à vos questions, si vous avez des questions concrètes ou générales sur la Constitution européenne. Et on continue, comme je vous disais, quelques dates qui me restent encore importantes. Le 1er janvier 2002, c'est le passage à la monnaie unique. Avant, je disais, c'est le début au passage à la monnaie unique, mais ce n'est qu'au 1er janvier 2002 que les citoyens européens avons eu des euros dans nos poches et qu'il a fallu commencer à s'habituer à payer avec des euros plutôt qu'avec nos monnaies nationales anciennes. Le 28 février 2002, c'est le début de l'histoire de la Constitution européenne. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a inauguré la Convention sur l'avenir de l'Europe. Dès que je vous explique maintenant comment la Constitution a été élaborée, vous allez comprendre ce qu'elle est, cette Convention. Le 1er février 2003, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entrée en vigueur du traité de Nice, traité qu'on attendait pour pouvoir permettre cet élargissement que l'Europe a connu un an plus tard, en mai 2004. Le 4 octobre 2003, c'est le début de la conférence intergouvernementale. La Constitution européenne a été négociée, si vous voulez, 2 fois. Une première fois dans cette Convention européenne dont je vais vous parler tout de suite, et puis elle a été négociée par tous nos gouvernements pendant presque un an encore. Les négociations ont commencé en octobre 2003 et elles ont été conclues en juin 2004. Donc encore une fois, presque un an de négociations pour aboutir à ce texte. Encore une date historique, le 1er mai 2004, élargissement de l'Union européenne à 10 nouveaux pays. Vous savez que les négociations étaient ouvertes depuis 1997-1998 avec les autres, avec 12 pays de l'Est et 2 pays méditerranéens, Chypre et Malte, mais il n'y a que 10 pays qui ont pu conclure ces négociations à la fin de l'année 2002 et qui ont pu donc adhérer à l'Europe l'année passée. Les 2 autres pays, qui restent Bulgarie et Roumanie, ont conclu leurs négociations en décembre 2004, ce qui fait qu'ils vont adhérer à l'Europe un peu plus tard. C'est le prochain élargissement européen prévu pour le 1er janvier 2007. Et en juin 2004, comme je vous disais, accord sur les traités constitutionnels, et duquel je vais commencer à vous parler maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur ce parcours historique qu'on vient de faire? Non? Alors, on va passer tout de suite à la Constitution européenne, et je vais surtout
et vous expliquer deux points qui me semblent importants pour que vous compreniez l'importance de ce texte. D'abord, comment il a été élaboré, et ensuite, quelles sont les principales caractéristiques, les grands atouts, si vous voulez, de ce texte. Donc, d'abord, quelques idées de base. La Constitution européenne est un traité, et je veux que vous sachiez ce que c'est qu'un traité. Un traité, c'est un texte que plusieurs États membres négocient. C'est un ensemble de compromis que ces États négocient, qu'ils ratifient, et puis qu'ils doivent mettre en application. Ils doivent mettre en œuvre. Ça, c'est un traité. Ensuite, depuis ses débuts, la construction européenne a progressé sur base de ces traités. Et tous les traités ont fait progresser l'Europe vers l'avant. On l'a vu avec les traités de Maastricht, avec les traités d'Amsterdam, avec l'acte unique. Vous avez vu que l'Europe faisait de plus en plus de pas en commun pour arriver au projet que nous connaissons aujourd'hui. Troisième point, pour préparer ou modifier un traité européen, il faut convoquer une conférence intergouvernementale, la CIG. Une conférence intergouvernementale, c'est, si vous voulez, une réunion de nos différents gouvernements. C'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Royaume-Uni qui doivent négocier pour arriver à un accord sur un texte, qui est le traité. Et jusqu'à présent, tous les traités européens ont été élaborés comme ça, tous. La Constitution européenne a une différence. C'est que je vous ai dit, il a connu deux processus, deux procédures de négociation. D'abord dans une convention, de laquelle je vais parler tout de suite, et ensuite, en tant que traité, ce texte qui est sorti de la convention a dû être renégocié par nos gouvernements, par nos ministres des Affaires étrangères, par nos chefs d'État et de gouvernement, par les hauts fonctionnaires de nos ministères, etc. L'entrée en vigueur, ça c'est la grande question, l'entrée en vigueur du traité ou de ses modifications est soumise à ratification dans tous les États membres de l'Union. C'est ce qui se passe actuellement. La Constitution européenne en tant que traité, elle est soumise à ratification dans tous les États membres. Conformément à leurs règles constitutionnelles, les États décident de ratifier ou non ce traité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des États qui, conformément à leurs règles constitutionnelles, sont obligés de convoquer un référendum pour ratifier ce traité. C'est le cas de l'Irlande, du Danemark. Les constitutions de ces pays prévoient que pour ratifier un traité européen, ils doivent convoquer un référendum. Puis, conformément à leurs règles constitutionnelles, il y a des pays qui peuvent volontairement convoquer un référendum. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne. Et conformément à leurs règles constitutionnelles, il y a des pays qui disent « je ne veux pas convoquer des référendums parce que ma constitution ne me le permet pas ». C'est le cas de l'Allemagne. La constitution allemande ne prévoit pas la possibilité d'un référendum. Et puis il y a d'autres pays qui ont eu, comme l'Espagne a eu le choix, ou la France, de convoquer un référendum, ils ont eu le choix de ratifier ce traité dans son Parlement, comme c'est le cas de la Belgique, par exemple. Et donc, l'entrée en vigueur du traité doit être soumise à ratification dans tous les États membres. Les États membres disposent, pour les cas de la Constitution européenne, de 2 ans à compter de la date de la signature du traité. La Constitution a été signée à Rome le 29 octobre de l'année dernière, de 2004. Donc, jusqu'au 29 octobre de 2006, les États européens peuvent ratifier ce traité. Une fois, qu'est-ce qui arrive si un État dit non à ce traité? Juridiquement, il ne pourrait pas entrer en vigueur, puisque, je vous l'ai dit ici, dans tous les États membres. Il doit être ratifié dans tous les États membres. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire européenne des précédents de ce qui s'est passé en France dimanche dernier? La réponse est oui. Les Danois ont dit non au traité de Maastricht dans les années 90, ils ont reconvoqué un référendum, ils ont voté oui et le traité de Maastricht a pu entrer en vigueur. Les Irlandais ont dit non au traité de Nice
et ils ont reconvoqué un référendum et le traité a pu entrer en vigueur. Donc l'histoire du non au traité, ce n'est pas une nouvelle histoire, c'est quelque chose que l'Europe a déjà connu avant et pour laquelle on a toujours trouvé des solutions, comme je suppose il y aura une solution pour ce qui se passera avec cette constitution européenne en France ou dans d'autres pays qui pourraient éventuellement dire non. On ne peut pas fonctionner avec des institutions qui vont probablement bloquer et empêcher l'Europe d'avancer. Et puis, il faut que l'Union soit plus active dans le monde. Il faut que ce soit un bloc important au niveau mondial. Et pour ce faire, les chefs d'État et de gouvernement décident de créer une convention européenne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La Convention européenne, c'était une assemblée représentative, puisque 2 tiers des membres de la Convention étaient des élus, des membres de nos parlements nationaux, des membres du Parlement européen et des personnes qui avaient été élues par les citoyens. Et cette Convention devait réfléchir, devait aborder les sujets que je vous ai déjà dit, la simplification des traités, la délimitation des compétences entre l'Union et les États, les statuts de la Charte des droits fondamentaux et les rôles des parlements nationaux. Voyons ce qui a été le travail de la Convention. Ça, c'est la première fois où on a commencé à travailler sur la Constitution européenne. Lors de ces débats, qui se sont produits ici pendant 18 mois de travail de la Convention européenne entre février 2002 et juillet 2003. Et cette assemblée de 220 membres entre titulaires et suppléants, et comme je vous dis, 2 tiers provenant du Parlement européen et des parlements nationaux, ont réfléchi, ont apporté des idées et sur tous les sujets qu'on avait identifiés qui étaient importants. Ils ont travaillé dans des groupes de travail, dans des séances plénières, et tout ce travail a été public. Nous, on pouvait assister à ces débats, on pouvait les suivre sur Internet, puisque tous les documents de la Convention étaient disponibles sur Internet. On pouvait faire des contributions à ces grands débats européens. Et finalement, après ces 18 mois de travail ouvert et transparent, comme jamais l'Europe n'avait connu auparavant, étant donné que les traités avaient toujours été négociés à porte fermée entre nos gouvernements, finalement, après ces 18 mois de travail, il y a un projet, un texte qui est envoyé aux chefs d'État et de gouvernement qui convoque une conférence intergouvernementale. Deuxième phase des négociations pour la Convention européenne. Cette conférence intergouvernementale avait pour la première fois de toute l'histoire européenne un texte qui avait déjà été élaboré et d'une manière tout à fait ouverte, que tout le monde avait pu suivre. Si cette conférence intergouvernementale avait modifié énormément le texte, ils auraient mis en évidence ces grands débats européens. C'est pour cela que le projet que la conférence finalement a adopté et que vous avez connu en France maintenant, c'est un projet qui diffère à 5-6% du projet de la Convention. Ces modifications se trouvent surtout au niveau des institutions européennes qui étaient proposées d'une manière dans la Convention et que les chefs d'État et des gouvernements, les États ont changé. Mais en ce qui est les avancées politiques de ces textes, en matière de politique de défense, en matière de politique étrangère, en matière des droits pour les citoyens, la conférence intergouvernementale n'a pas changé un point ou une virgule du texte que la Convention avait envoyé. Finalement, le texte a été, comme je vous dis, accordé. Les États se sont mis d'accord sur ce texte le 18 juin 2004. Il a été signé à Rome le 29 octobre 2004 et c'est à partir de ce moment-là que le délai de 2 ans pour sa ratification commence à courir. Alors, pour finir, parce que après je veux qu'il y ait un débat, je vais vous expliquer les 4 caractéristiques qui me semblent les plus importantes de ce projet. Maintenant, on rentre dans le contenu de la Constitution une fois qu'on a abordé comment elle a été élaborée. La première caractéristique de cette Constitution, c'est la mise en valeur ou la mise en évidence des valeurs de l'Union européenne. Ce sont les valeurs qui se trouvent vraiment à la base de l'Europe que nous voulons construire. Et ces valeurs, vous allez les trouver dans la première
partie de la Constitution qui est la partie la plus importante. Elle contient 30 pages qui sont rédigées dans un langage très simple, très facilement compréhensible, et où vous allez comprendre les messages essentiels sur ce que l'Europe représente. Vous allez connaître quelles sont les valeurs sur lesquelles l'Europe se fonde, quelles sont ses institutions, quels sont ses objectifs, ses politiques, etc. Tout à l'heure, je vais vous expliquer aussi que ces valeurs n'est pas tout simplement un ensemble de beaux propos, de belles phrases, la dignité humaine, la non-discrimination. Le respect ou non-respect de ces valeurs a des conséquences pour les pays européens ou pour les pays qui veulent faire partie de l'Europe. Mais ça, on va les voir tout à l'heure. Maintenant, je n'ai fait qu'énoncer les 4 caractéristiques. La deuxième caractéristique, ce sont les simplifications et clarifications que ce texte apporte. On passe des 2800 pages des 17 traités à un traité unique. L'Europe n'aura qu'un seul traité qui, sur 400 pages, desquelles 200 pages sont vraiment les textes du traité constitutionnel, et puis les 200 autres, ce sont des protocoles, des annexes, des déclarations qui éclaircissent des aspects de la Constitution européenne. Sur ces 400 pages, vous trouvez la base juridique fondamentale de l'Europe. Donc c'est un effort de simplification, clarification important par rapport à ce qui existe actuellement. Une meilleure assise démocratique. Ce texte contient des éléments qui permettent à l'Europe d'être plus démocratique, qui permet aux citoyens de participer d'une manière beaucoup plus active dans la construction européenne, et je vais vous citer tout à l'heure quelques exemples. Et finalement, plus d'efficacité et de visibilité pour l'Europe. Ce texte, la grande avancée de ce texte, c'est les bases qu'il donne à l'Europe pour qu'elle puisse disposer d'une vraie politique extérieure européenne qui empêcherait à l'avenir qu'il arrive en Europe ce qui s'est passé lors de la guerre d'Irak. Souvenez-vous, certains États de l'Europe qui disaient une chose, certains États de l'Europe qui disaient une autre chose, et dans la scène internationale, on était tout sauf une union, vraiment. Donc ici, on établit les bases pour que l'Europe puisse parler d'une seule voix dans la scène mondiale. Mais on va expliquer chacune de ces caractéristiques. C'est une constitution qui pense beaucoup aux citoyens. Jusqu'à présent, tous les traités européens parlaient de l'Europe comme un ensemble ou une union d'États. Les citoyens, ils étaient complètement oubliés. La Constitution européenne commence par dire que l'Union est une union des citoyens et d'États. Les citoyens en premier terme, puisque ce sont les citoyens qui construisent l'Europe et qui doivent être les moteurs de l'Europe. Et c'est une union, comme je vous disais, fondée sur des valeurs. Je vais vous expliquer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la conséquence du respect ou non-respect de ces valeurs. Que vous compreniez que ce n'est pas seulement un ensemble, comme vous allez voir maintenant, des valeurs, des mots. Le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme. Ce sont des valeurs communes. Tous les États qui font partie de l'Europe s'engagent à respecter ces valeurs. Et non seulement à les respecter, mais à les promouvoir en commun. Et tous ces États qui font partie de l'Europe se caractérisent par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous vous demanderez, qu'est-ce qui se passe si un État ne respecte pas ces valeurs? Est-ce qu'il pourrait faire partie de l'Europe? D'abord, on va voir si l'Europe serait ouverte à un État qui ne respecte pas ces valeurs-là. Voilà ce que la Constitution prévoit. Elle dit que l'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'article 1.2, ce sont les valeurs que je viens de vous montrer, et qui s'engagent à les promouvoir en commun. Un État qui a par exemple un régime dictatorial, un État où on ne respecte pas les droits des minorités, ne pourrait pas être un État qui adhère à l'Europe. Comment est-ce qu'on contrôle le respect ou non-respect de ces valeurs?
on pourrait suspendre certains droits d'appartenance à l'Union européenne à un État qui fait partie de l'Europe et qui ne respecte pas ses valeurs. Et pour ce faire, c'est le Conseil, c'est-à-dire la réunion des États, de nos ministres, qui, statuant à la majorité qualifiée, même pas à l'unanimité, pourrait adopter une décision européenne qui suspend le droit d'un État qui ne respecterait pas ces valeurs énoncées qu'on vient de voir. Et c'est qui peut demander au Conseil de faire ça? C'est la Commission européenne, c'est le Parlement européen, ou bien c'est un tiers des États membres qui peuvent demander d'adopter cette décision par laquelle on suspend les droits des femmes. Avec cette Constitution européenne, ça n'a rien à voir avec les valeurs que je viens de vous énoncer, mais c'est une des innovations qu'elle introduit. Un État pourrait se retirer volontairement de l'Europe. Pour le moment, cette possibilité, elle n'est pas prévue dans les traités. Mais avec la Constitution, on établit une procédure de retrait volontaire de l'Union européenne. Un État qui veut abandonner peut le faire, un État qui veut revenir en Europe peut le faire, c'est prévu aussi bien une procédure que l'autre. Je vous parlais que la première partie de la Constitution, les 30 premières pages de cette Constitution sont les pages dans lesquelles vous allez trouver ces valeurs, mais c'est aussi les pages dans lesquelles vous allez trouver le message essentiel sur l'Europe. On passe à la deuxième caractéristique que vous avez déjà plus ou moins comprise, puisque je vous ai dit qu'on passe d'un ensemble énorme de traités à un seul traité pour l'Europe et de beaucoup de pages à 400 pages qui contiennent tout ce que l'Europe a voulu être jusqu'à présent, plus les avancées que je suis en train de vous expliquer. Un seul traité, une seule personnalité juridique pour l'Europe, un seul pilier puisqu'on va faire de plus en plus de choses ensemble et que la politique extérieure, on va essayer qu'elle devienne une politique extérieure commune. Clarification du partage du pouvoir entre l'Union et les États. Si vous regardez comment ce traité il est rédigé, vous allez comprendre beaucoup mieux qu'avec les traités précédents qui fait quoi en Europe, ce qui est une compétence exclusive de l'Union, ce qui est une compétence partagée entre l'Union et les États, c'est très bien expliqué. Clarification des principes de droit, simplification des instruments juridiques. L'Europe est arrivée à avoir 15 instruments juridiques différents. Des communications, des avis, des règlements, des directives, ce qui fait que le système européen est terriblement lourd. Ici, on passe à 6 instruments, desquels il y a 2 qui sont législatifs et qui adoptent un nom que tout le monde comprend. Jusqu'à maintenant, quand on parle à quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'une directive? Qu'est-ce que c'est qu'un règlement? Quelle est la différence entre une chose et l'autre? Il faut quand même consulter un dictionnaire pour connaître la différence. Maintenant, on parle d'une loi cadre européenne ou d'une loi européenne. Et là, tout de suite, vous pouvez imaginer ce que c'est qu'une loi cadre pour un État. C'est quelque chose qui donne les bases, mais c'est à l'État de développer ces bases, ce cadre que l'Europe propose. Par contre, une loi européenne, c'est quelque chose qui va être d'application immédiate dans l'État. Simplification des procédures, puisqu'il n'y aura qu'une procédure, et c'est celle que je vous ai dit qui a été introduite par les traités de Maastricht, qui accordait des pouvoirs au Parlement européen, des pouvoirs des législateurs, qui devient la procédure ordinaire, la procédure qui va être appliquée à plus de 90% des lois européennes. Le Parlement européen, en tant qu'institution qui représente l'intérêt des citoyens, devient une institution beaucoup plus importante avec cette Constitution. Et voilà pourquoi je parle du meilleur assise démocratique, parce que le Parlement européen, qui représente les citoyens, est l'institution qui est véritablement renforcée avec cette Constitution européenne. Ensuite, les parlements nationaux vont avoir un rôle dans la procédure où on adopte les décisions européennes. Pourquoi? Parce qu'ils vont être informés à tout moment de ce qui se passe en Europe, et puis parce qu'ils vont pouvoir bloquer une procédure si jamais ils entendent que cette loi elle doit être adoptée au niveau national. Et il y a des cas où le partage des compétences entre l'Union et les États n'est pas clair. Même si la Constitution établit des normes qui sont plus claires, il y a quand même des cas qui peuvent être conflictuels. À ce moment-là, nos parlements, à présent,
n'ont aucun rôle à jouer. C'est la Cour de justice européenne qui doit trancher, interpréter le droit et dire qui doit légiférer. Avec ce texte, les parlements nationaux pourront dire, quand la procédure vient de s'enclencher, pourront dire non, ça on estime que ça relève de la compétence des États et que c'est une norme qui doit être adoptée au niveau des États, pas au niveau de l'Union. C'est ce qu'on appelle le contrôle du principe de la subsidiarité. Également, le comité des régions, qui est une institution, un organe qui représente nos régions en Europe, va pouvoir aussi avoir un contrôle sur le respect ou non-respect de celui qui fait quoi en Europe, pour ce qui concerne bien sûr les compétences des régions en Europe. La possibilité d'une initiative, avec un T, législative et citoyenne européenne. Si 1 million de citoyens européens provenant d'un nombre significatif d'États membres décident que l'Union doit se prononcer sur une certaine matière, qu'elle doit légiférer sur une certaine matière, ces millions de citoyens peuvent inviter à la Commission européenne, qui est l'institution qui propose toujours les lois, elle ne les adopte pas, elle les propose, c'est le Parlement et le Conseil qui les adoptent et qui ont les vrais pouvoirs co-législatifs ou législatifs. La Commission européenne pourra proposer une nouvelle loi sur base de cette initiative citoyenne. Et finalement, le Conseil va voter davantage à la majorité qualifiée et quand on va calculer cette majorité qualifiée, on va appliquer des règles différentes qui tiennent compte de la population des États pour que le poids de cet État dans la prise de décision soit un poids représentatif de la population qu'il a en Europe. Finalement, la quatrième caractéristique que je voulais vous expliquer et qui est la plus importante dans ce texte, c'est qu'il crée les bases pour que l'Europe ait une vraie politique extérieure commune. D'abord parce qu'il crée 2 postes qui vont donner un visage plus clair de ce que l'Europe est. D'abord, on crée la figure du président du Conseil européen. On va passer de la présidence tournante que l'Union connaît aujourd'hui. Maintenant, c'est M. Jean-Claude Juncker qui parle au nom de l'Europe en tant que président semestriel de l'Europe. Dans quelques mois, ce sera M. Tony Blair qui va parler au nom de l'Europe, puisque c'est le Royaume-Uni qui assume la présidence semestrielle de l'Union européenne. Avec la Constitution européenne, cette présidence tournante n'existe plus. Il y a un président à part entière ou un président stable de l'Union avec un mandat de 2 ans et demi qui peut aller jusqu'à 5 ans. Comme ça, l'Europe a un visage qui ne change pas tous les 6 mois et voilà, elle donne une idée plus claire ou une image plus claire dans le monde. La Constitution crée également le poste à temps plein ou à plein temps de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. L'Europe aura un ministre des Affaires étrangères qui va être membre de la Commission européenne. Et je ne vous ai pas encore dit que la Commission européenne, c'est l'exécutif communautaire, les gouvernements communautaires. Et là-dedans, vous devez distinguer les 2 visages de cette Commission européenne. Les visages politiques, qui équivaudrait, si vous voulez, à votre Conseil des ministres, avec ses ministres, son président, etc. Ici, c'est les commissaires et les présidents de la Commission. Et puis, il y a le staff administratif, tout ce qui est les directions générales, les services de la Commission européenne, comme vous l'avez en France, au niveau national, au niveau régional, etc. C'est là que nous nous trouvons, dans une direction générale de la Commission européenne qui a plus de 20 directions générales différentes. Dans cette Commission européenne, comme je vous dis politique, il y a différents ministres, disons différents commissaires. Et il y aura un commissaire qui va s'appeler ministre des Affaires étrangères, parce que son portefeuille sera celui de la politique étrangère, des affaires étrangères de l'Union. Et en tant que ministre qui fait partie, ou en tant que commissaire plutôt, en tant que commissaire, il devra donner des avis, il devra essayer d'obtenir des positions communes de l'Europe et pas des positions d'un État ou de l'autre, des positions contradictoires des États. Et voilà pourquoi c'est important ce ministre des Affaires étrangères
en tant que membre de la Commission européenne. Pour le moment, l'Europe n'a pas cette figure-là. Pour le moment, l'Europe a un ministre des Affaires étrangères qui change tous les 6 mois. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois est celui qui préside les réunions de nos ministres des Affaires étrangères. Donc, ça reste entre États, avec les positions parfois contradictoires de ces États. La grande avancée avec cette figure, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui représente un intérêt communautaire et qui va essayer de faire prévaloir cet intérêt communautaire. Et ce ministre des Affaires étrangères aura un service d'action extérieure, un service diplomatique européen qui travaillera pour lui. Et pour le moment, on est en train de travailler dans la configuration de ce service d'action extérieure. Il y a avec cette constitution 2 clauses de solidarité qui vont jouer à l'intérieur de l'Union. Les États membres de l'Union devront aller en aide d'un État qui ferait l'objet d'une attaque terroriste ou bien d'une agression armée. Clause de solidarité donc qui joue à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi possibilité pour que l'Europe ait une politique de défense commune. Ici, on ne parle pas de vraie politique de défense commune, on parle d'une coopération structurée, c'est-à-dire les pays qui veulent avancer et se donner cette politique de défense partagée, commune, ils peuvent le faire. Il y a les bases dans ce traité, dans un des protocoles de ce traité, qui parle de comment ces pays peuvent faire pour avoir cette politique de défense structurée, et cette coopération en matière défensive structurée. Donc, si vous voulez, je vous laisse les 15 minutes qui suivent pour un petit débat, ou bien on continue à parler de la Constitution européenne ou d'autres sujets qui peut-être vous intéressent, comme les élargissements futurs de l'Europe, je ne sais pas. Vous avez des questions concrètes? D'abord, les règles générales. Quand un État veut faire partie de l'Europe, c'est un choix volontaire. Hein, l'Europe ne va pas chercher les États comme ça partout à l'Europe. C'est un État qui fait un choix volontaire et qui dit « je veux faire partie de l'Europe ». Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il présente sa candidature. Ça, c'est le premier point. Et sa candidature, la candidature de la Turquie, a été présentée en 1987. En 1987, l'Europe comptait 12 membres. Et bon, on réfléchissait peut-être à l'élargissement déjà vers le nord, c'est-à-dire cet élargissement qui a eu lieu vers la Finlande, mais on ne parle pas de cet élargissement à l'est qui s'est produit à la fin des années 80. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Turquie présente sa candidature et il faudra attendre la fin des années 90, quand l'Europe s'est prononcée aussi sur l'ouverture des négociations avec les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, que l'Europe décide de déclarer la Turquie comme un pays candidat. À partir du moment où la Turquie est déclarée pays candidat, alors elle doit respecter les critères, ou elle doit commencer un travail très lourd de respect de ces critères de Copenhague qui ont été déjà établis en 1993. C'est ce que la Turquie commence à faire. Et il y a une procédure de surveillance. Bien sûr, c'est la Commission européenne qui va être attentive aux progrès, aux problèmes de la Turquie pour accomplir ces critères de Copenhague. Pardon, je parlais des critères de convergence, les critères de Copenhague. Ces critères sont surtout dans cette phase des critères politiques et des critères économiques. Ces pays doivent faire des progrès en matière de respect des droits de l'homme, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et voilà ce que la Commission elle fait depuis la période où on a déclaré que la Turquie était un pays candidat. L'année passée, en 2004, en octobre, la Commission européenne élabore un rapport dans lequel, c'est, si vous voulez, les résultats de l'examen, d'un premier examen. Elle dit que, en général, la Turquie respecte ces critères. Donc, elle est sur une bonne voie pour éventuellement pouvoir ouvrir des négociations. Mais ce n'est pas la Commission européenne qui doit prendre la décision, qui doit dire allons-y. Ce sont les États membres réunis au Conseil européen. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de cette institution, puisque c'est là qu'on prend les grandes
décisions politiques de l'Europe. Au Conseil européen de décembre 2004, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner ce rapport que la Commission a élaboré et les bulletins de la Turquie. Et alors ils disent, bon, d'après les rapports de la Commission, il y a de bonnes bases pour ouvrir les négociations avec la Turquie, donc on va établir une date d'éventuelle ouverture de ces négociations. Et cette date, c'est le 3 octobre 2005. Donc, dans quelques mois, la Turquie pourrait ouvrir des négociations. Est-ce que ça, c'est la date? Et il faut absolument ouvrir les négociations? Pas nécessairement. Et je vous mets un exemple. En 2004, en même temps que la Turquie, il y avait un autre pays qui était dans la salle d'attente, qui était la Croatie. La Croatie avait également présenté sa candidature récemment, en 2003 je crois, et on avait estimé aussi à la même période, fin de l'année passée, qu'elle réunissait, qu'elle accomplissait les critères et qu'on pouvait ouvrir des négociations. Et la date a été mise. En même temps que pour la Turquie, on a dit que la Croatie ouvrira ces négociations. On pourra ouvrir des négociations avec la Turquie, je crois que c'était le 17 mars de cette année. Eh bien, la Croatie n'a pas ouvert des négociations avec l'Europe le 17 mars. Parce que le 16 mars, les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis. Ils ont bien examiné tous les progrès que la Croatie devait faire et était en train de faire. Et ils ont décidé qu'on ne pouvait pas ouvrir des négociations avec la Croatie parce qu'il n'y avait pas une collaboration suffisante avec le tribunal pénal international, qui est ce tribunal qui a été créé pour juger les criminels de la guerre des Balkans, etc. Donc, la Croatie, aujourd'hui, se trouve avec une date qui a été déjà dépassée et elle ne sait pas quand elle va ouvrir les négociations. Ce sera au moment où l'Europe, les Européens, vont décider à l'unanimité qu'elle est prête pour ouvrir ces négociations. La Turquie, elle attend la date du 3 octobre. Avant cette date, il y aura des décisions qui vont se produire sur si oui ou non les négociations peuvent être ouvertes. Et imaginons que tout va bien et le 3 octobre, on ouvre des négociations avec la Turquie. Les négociations avec un pays, avec un autre, n'ont rien à voir, parce que chaque pays a un cadre de négociation différent, a, si vous voulez, une feuille de route différente. Il y a plusieurs chapitres qui s'ouvrent dans une négociation. C'est les chapitres institutionnels, c'est-à-dire les institutions démocratiques, etc. C'est le chapitre agricole, c'est le chapitre, je ne sais pas moi, des transports, des respects de l'environnement, tous ces chapitres. Ça, c'est l'acquis communautaire. À cette phase-là, à ce stade-là, on commence véritablement à examiner la capacité pour assumer, pour respecter l'acquis communautaire. Donc, évidemment, le cas de la Turquie n'est pas le même que la Roumanie ou que la Slovénie. Ce sont des pays qui sont très différents. Et peut-être il y a des pays qui, sur 3 ans, peuvent clôturer déjà ces négociations parce qu'ils ont déjà accompli tous ces critères, clôturer tous les chapitres des négociations et ils peuvent s'intégrer en tant que membres effectifs à la date prévue. Mais il y a d'autres États pour lesquels la procédure elle est beaucoup plus longue. C'est ce qu'on prévoit pour la Turquie, que ce soit une procédure très très longue parce qu'il faudra beaucoup de réformes, etc. Qu'est-ce qui se passe au moment où on ouvre les négociations? Est-ce que déjà c'est fait? Non, ce n'est pas fait. Il y a une procédure de surveillance pendant toutes ces négociations qui fait que la Commission européenne, le Parlement, les conseils, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour les respects ou non-respect des valeurs, puissent dire à un certain moment, attention ici, on est en train de violer certains principes, certains des critères de Copenhague. Et à ce moment-là, les conseils peuvent suspendre les négociations avec ce pays. La seule chose qu'on a établie pour le moment dans le cadre des négociations de la Turquie, c'est que le but des négociations avec la Turquie doit être l'intégration à l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à l'intégration. Il faut que la Turquie fasse les devoirs, si vous voulez, comme tous les États qui ont adhéré à l'Europe ont dû faire ces devoirs. Mais la seule chose que vous devez avoir dans la tête, c'est que c'est une procédure surveillée
et que c'est une décision qui doit se prendre à l'unanimité par tous les États membres de l'Union. Parce que la Turquie négocie en conférence intergouvernementale, un élargissement, n'importe lequel, là je parle de la Turquie, mais c'est le même cas pour la Croatie, pour l'Espagne, le Portugal à l'époque, c'est une conférence intergouvernementale. Il faut négocier, chaque gouvernement, chaque pays désigne un négociateur, et ces négociateurs négocient avec le pays candidat, si vous voulez. Et ils doivent, finalement, tous les pays européens qui font déjà partie du club, prendre une décision à l'unanimité sur l'adhésion ou non de ces nouveaux pays qui veulent adhérer à l'Europe. Donc, comme vous voyez, c'est une procédure surveillée et où tout le monde a son mot à dire. J'ai répondu? Oui. Encore des questions? La Constitution européenne, c'est un pas, c'est encore un pas en avant pour l'Europe. Le fait de dire non à un traité européen, que ce soit celui-ci, que ce soit les autres traités que l'Europe a eu jusqu'à présent, implique un frein pour la construction européenne. Et là, c'est un avis personnel que je vous donne, là oui, tous les traités permettent à l'Europe d'avancer, tous. On voudra qu'elle avance plus, on voudra qu'on avance moins, et c'est pour ça que tout le monde ne sera pas d'accord sur la portée exacte, la portée d'un traité, mais tous les États, tous les traités permettent d'avancer l'Europe. Et la Constitution européenne permet d'avancer l'Europe. Je vous ai cité quelques exemples qui me semblent les plus importants. Donc c'est un événement triste et un événement qui va provoquer une certaine crise en Europe parce que c'est pour ça que je vous ai raconté comment ce traité a été élaboré. Parce qu'on a voulu faire quelque chose de différent avec ce traité, déjà dans la manière de l'élaborer. On a voulu vraiment l'élaborer devant tout le monde, si vous voulez, que tout le monde soit témoin de cette nouvelle Europe qui se construit et de ces nouvelles bases qui vont gérer l'Europe de l'avenir. On a voulu le faire comme ça et du coup on voit qu'on n'a pas réussi parce que probablement ça n'a pas été perçu comme ça devait être perçu par les citoyens. Hein. Donc voilà, premier point, c'est triste. Deuxième point, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer beaucoup de choses. Et la Constitution, est-ce qu'elle prévoit des solutions? Quelque part, oui. Il y a, je vous ai dit, elle a 400 pages. Et vous allez trouver les 200 premières pages, c'est la Constitution en tant que telle, de laquelle on vous a parlé en France. La troisième partie, la première partie, la deuxième partie, il n'y avait personne qui savait ce que c'était. Mais bon, la première partie, c'est la partie Constitution des poches que je vous ai raconté, 30 pages, vous comprenez tout. La deuxième partie, c'est la Charte des droits fondamentaux, telle qu'elle a été élaborée en 2000, on n'a rien changé. La troisième partie, la fameuse troisième partie, c'est la partie des politiques qui est complètement, si vous voulez, c'est la partie qu'on connaissait déjà, parce que ce sont les politiques que tous les traités antérieurs contenaient, plus la politique étrangère, qui maintenant est dessinée d'une manière à pouvoir permettre à l'Europe d'avoir aussi cette politique comme une politique commune. Et puis il y a la quatrième partie, qui est une partie commune à tous les traités européens, qui est celle qui vous parle de comment le traité va être adopté. C'est là qu'on va trouver quelques éléments de réponse peut-être. Et quelle est la procédure de modifier ces traités, ou quelle est la procédure d'entrée en vigueur de ces traités, etc. Ça, c'est la Constitution européenne et les fameuses 4 parties. Mais à côté de ces 4 parties, vous allez trouver après des déclarations, des protocoles et des annexes. Les protocoles et les annexes ont la même valeur juridique que la Constitution, puisque ce sont des articles de la Constitution qui vous disent ou qui vous renvoient à ces protocoles ou à ces annexes. Par contre, les déclarations n'ont pas une valeur juridique, ce sont des déclarations qui ont une valeur politique, hein, on va dire. Et voilà la déclaration numéro 30. Qui peut-être a été provoquée par une crainte justement de ce qui s'est passé en France ou qui pourrait encore se passer dans d'autres pays européens. Les chefs d'État et de gouvernement qui font partie de la conférence intergouvernementale qui a signé cette constitution, les 25 chefs d'État et de gouvernement, signent cette déclaration et ils disent: une fois dépassé les 2 ans, le délai des 2 ans qu'on a pour ratifier la Constitution européenne,
si 4/5 des États membres ont déjà dit oui, c'est-à-dire d'ici octobre, novembre de l'année prochaine, il y a 20 États européens qui disent oui. Pour le moment, il y a déjà 10 qui ont dit oui. Il y a encore 10 autres qui disent oui. Et il y a 5 États maximum, hein, ou 4, ou 3, ou 2, qui disent non, ils disent qu'ils rencontrent des difficultés. Alors, le Conseil européen, la réunion de nos chefs d'État et de gouvernement, sera saisi de cette question. Et pourquoi est-ce que la Constitution dit ça? Parce que finalement, il y aura une décision politique probablement pour débloquer cette situation, si cette décision politique doit être prise au niveau européen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se pourrait aussi, ça c'est un scénario comme un autre, que le pays qui a rencontré des difficultés décide de surmonter ces difficultés tout seul. C'est-à-dire que voyant que les autres pays européens, par exemple, disent oui, et ils disent, bon, je vais quand même consulter, je vais peut-être, je ne sais pas, faire un référendum sur d'autres bases, en renseignant d'une autre manière, comme les Irlandais, les Danois, ils ont fait à l'époque avec Maastricht et Nice. Je vais résoudre donc ma question chez moi, et de cette manière-là, il ne faut pas la soumettre à ce Conseil européen qui est prévu à la fin du processus de ratification. Déjà maintenant, on aura peut-être une réponse d'ici 2 semaines. Je vous ai dit qu'il y a un Conseil européen où, évidemment, c'est un point qui va être traité. Pour le moment, qu'est-ce qu'on dit en Europe? On dit l'Europe continue d'avancer. On ne va pas s'arrêter. Les autres pays qui ont prévu, la convocation des référendums, comme c'est le cas de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, des Pays-Bas demain, du Luxembourg dans quelques jours. Et ils doivent continuer à faire ces référendums, il ne faut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, il y a presque la moitié des citoyens européens actuels qui ont déjà dit oui à la Constitution, dans les 9 ou 10 pays qui ont déjà dit oui, donc il n'y a pas de raison pour s'arrêter, et justement ça peut être perçu dans ces pays qui disent non comme un élément positif pour dire tiens, pourquoi est-ce que les autres disent oui et nous on dit non, il y a peut-être un problème ici. Donc ça c'est un premier scénario, hein, c'est pas un premier scénario, c'est la première réponse qu'on est en train de donner, qu'on doit continuer vers l'avant et que les ratifications doivent se poursuivre. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Je ne sais pas, il y a beaucoup de solutions. Et il se pourrait que si jamais il y a plus de 5 pays qui disent non au traité constitutionnel, c'est une hypothèse, et ce traité il soit complètement mort. Là il serait vraiment mort. Hein, s'il y a plus de 5e, même dans la déclaration numéro 30, ils n'avaient pas pensé à cette hypothèse. Et s'il y a un pays, 2 pays qui disent non et qui n'arrivent pas à dire oui d'une autre manière, il se pourrait que certaines dispositions du traité qui sont jugées très favorables pour l'Europe et qui ne font pas l'objet d'une controverse en Europe, comme la politique extérieure par exemple, puissent être d'application, parce que le Conseil peut adopter des décisions dans cette matière-là, mais en se passant du cadre juridique global que représente la Constitution européenne. Est-ce que c'est une bonne solution? Pour moi, non. Ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que cette Constitution n'est pas seulement la politique étrangère. Cette Constitution est le texte de la simplification des droits fondamentaux des citoyens européens, des politiques qui sont beaucoup plus éclaircies, de la définition claire des compétences. Et pour moi, il serait très triste de renoncer à des éléments qui me semblent tout à fait bons pour tout le monde et de dire, bon, on va avancer dans cette politique-là et laisser de côté tous les restes qui étaient positifs. Donc, c'est une solution, mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure solution. Et il y aura d'autres hypothèses. La renégociation, peut-être vous allez me demander, est-ce qu'il pourrait y avoir une renégociation? Et si je vous ai expliqué comment cette constitution a été élaborée, c'est justement pour que vous compreniez la difficulté d'une renégociation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer. Et le problème, et M. Juncker l'a dit, et je trouve que c'est une phrase magnifique qu'il a dit. Comment voulez-vous mettre d'accord les personnes qui ont dit non
en Espagne, en France, déjà en France, les différentes personnes qui ont dit non. Quelles sont les raisons de ces personnes de dire non? Elles sont tout à fait différentes. Il y en a qui ont dit non parce qu'ils disent « Ah non, la Constitution n'est pas assez sociale ». Eh bien, la Constitution, elle parle de l'Europe comme une Europe sociale, chose que les autres traités ne faisaient pas encore, et ne faisaient pas avant. Et elle n'est pas assez sociale, elle ne va pas assez loin. Et puis il y a d'autres partisans du non qui disent « Ah non, la Constitution, elle va nous faire renoncer à notre souveraineté, il faut dire au revoir à l'Europe, etc. etc. » Les eurosceptiques qu'il y a maintenant au Parlement européen, qui ont réussi après les dernières élections européennes à faire un groupe qui provoque beaucoup d'ennuis au Parlement européen parce que leur but c'était de finir avec l'Europe. Ils sont ravis maintenant. Hein. Inutile de vous le dire que quand il y a eu des réactions au Parlement européen hier, je crois, des différents groupes politiques, il y a les groupes majoritaires qui se sont exprimés en disant « Bon, c'est triste, mais il faut continuer, et on verra ». Et puis il y a des groupes qui ont dit c'est merveilleux ce qui se passe, c'est un exemple à suivre, il faut finir avec l'Europe, etc. Quelle est la réponse? Je ne sais pas. Et je vous dis, dans 2 semaines, on aura déjà quelques idées parce que les chefs d'État et des gouvernements vont probablement donner déjà quelques idées sur ce qu'ils pensent que ce traité peut devenir à l'avenir. Excusez-moi. Si on le renégocie, les pays qui ont déjà dit oui ne seraient peut-être plus d'accord avec les renégociations. J'ai toujours dit que cette constitution européenne, c'était le compromis entre ce qui était souhaitable et ce qui était possible. Et il est impossible de satisfaire à tout le monde. Quand les travaux de la Convention ont débuté, il y avait déjà, si vous voulez, une négociation gouvernementale qui s'est produite là, puisque je vous ai dit que 2/3 de cette convention provenait de nos parlements nationaux et européens, mais il y avait aussi des membres du gouvernement français, du gouvernement britannique, du gouvernement espagnol, qui étaient là assis sur la table en train d'essayer d'arriver à un accord. Et bien sûr, cette constitution n'a pas satisfait 100% les goûts de tout le monde. Les Allemands, au début, ils voulaient une Europe beaucoup plus fédérale, si vous voulez. Les Français ne voulaient pas. Il y avait différentes conceptions de l'Europe qui ont dû être négociées. Et finalement, on est arrivé à un compromis. Mais regardez la durée de ces négociations. Elles ont commencé en 2002 et elles se sont arrêtées non-stop en 2004. Au sein d'une convention et entre les gouvernements des différents États qui ont encore eu la possibilité de changer certaines choses. Et quand je vous dis convention, je vous dis parlements nationaux et européens, gouvernements, mais je vous dis aussi représentants syndicaux, représentants des régions et des représentants de la société civile qui ont eu leur mot à dire. Comment voulez-vous avoir un texte au goût de tout le monde ? Et comment voulez-vous que ce soit un pays ou une idéologie ou une partie d'un pays qui impose la constitution qu'il veut au reste? L'Europe, justement, c'est l'Europe du compromis, c'est l'Europe de la négociation ensemble. Et cette constitution, elle n'est pas parfaite, mais elle peut être modifiée à l'avenir. Hein? Attention, tous les traités l'ont été. Et il y a des dispositions qui sont prévues pour modifier cette constitution à l'avenir si on veut qu'elle soit plus sociale. Et par exemple, hein, si on veut que l'Europe disparaisse, il n'y a rien à modifier. Hein, il n'y a qu'à dire je ne veux pas d'Europe. Mais si vous voulez avancer dans une Europe plus sociale, il y aura des modifications à faire dans ce texte. Elle ne dit pas cette constitution ne pourra plus être modifiée à l'avenir. Point. On a fini. Il n'y aura plus de traités en Europe. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on vous a dit en France? Qu'elle est plus difficile à modifier que les traités précédents. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit ça? Parce qu'elle a été élaborée d'une autre manière. Elle a été élaborée avec une convention qui a pu donner un avis plus large, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a certaines parties de la Constitution très importantes qui, pour pouvoir être modifiées, doivent passer aussi par une procédure large, comme elle a été rédigée. Le contraire aurait été, si vous voulez, un peu une fraude. Vous élaborez un texte d'une manière tout à fait transparente et puis vous le modifiez à porte fermée sans que personne ne suive les débats. Ici, on a établi ça. Il y a certaines parties du texte qui pourront être modifiées d'une manière, si vous voulez, plus rapide, mais il y a certaines parties qui sont plus importantes
qui, pour être modifiés, devront passer de nouveau par une convention comme celle qui a rédigé le texte original. Là, je vais devoir vous quitter. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Qu'avez-vous pensé de la Commission européenne? C'était très intéressant, peut-être un petit peu trop élaboré et technique, mais ça clarifiait bien le problème en tous les cas, tant sur les institutions européennes que sur la Constitution. D'accord. Et probablement que il aurait été souhaitable pour les Français d'avoir un débat et des intervenants de cette qualité. Non, on nous a pas culpabilisés en plus d'avoir voté non. Enfin, que les Français se soient exprimés par le nom. On a appris beaucoup de choses et c'était bien. Trop court. Ouais. C'est bête hein. Il y a encore demain. Ouais, c'est clair. On aurait pu passer une semaine hein, ouais, Sandra. Ça passait vite. Ça passait vite, il nous reste encore demain les filles. La soirée n'est pas finie. On vous remercie pour ce voyage. Hein. Ah ouais. Oh, c'est pas nous qu'il faut remercier. Merci. C'était bien. C'est trop bien. Pour le moment, c'est trop bien. Bon, tant mieux. Merci à monsieur Lamsala qui a négocié. Heureuse d'être arrivée. Voilà, c'est moi la première arrivée. Bah oui, je suis heureuse. Hein, on va aller dodo. Allez, allez, me. Pareil. J'adore. Ouais, Formule 1, trop bien. C'est la fête. Non, je vais coucher. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. T'as fait bon voyage? Eh, très bon. Je dis, on a un chauffeur génial, moi je dis. Ah. Vraiment impeccable. Vous êtes trop gentil. Oh bah c'est naturel, hein, c'est vrai. Hein. Bon, bah, vous allez aller vous coucher là. Enfin, Oui, prendre vos chambres seulement. il est 21h30, on est très fatigué, on a fait une dure journée, alors on va aller coucher. Bonne nuit. Merci vous aussi. Au revoir monsieur, bonne nuit. Vous partez, hein? Les crèmes sur un visage parasé, c'est pas bon. Bonjour mademoiselle. C'est quoi, t'as gagné? Les choux, mais avec son truc. Salut, t'es beau Kevin. C'est Kevinette maintenant. Plus que toi maintenant. Mais nous c'est pire. Mais si, attends, ça fait plus suivre. Elle me dit, nous c'est pire, nous c'est clair et ça sèche en fait. Mais c'est l'argile. Sur la peau. Ouais, c'est l'argile. Non mais t'inquiète pas, après ça fait tout fort. Après ça fait tête. Bonjour, je m'appelle Marlène la Martienne et voici ma copine Emeline, la divine. On est belle, hein? Non. Arrête, on peut plus rigoler.